tout le monde, ici Christian. Cette semaine, ce ne sera pas une vidéo explicative de PixInsight, mais plutôt mes techniques que j'utilise pour créer des scènes en 3 dimensions pour nous fournir une vidéo QuickTime afin de faire une belle présentation de nos captures astronomiques. Donc ici, comme exemple, je vais prendre la rosette GC2238 que j'ai cueillie avec le filtre H-alpha et ma caméra monochrome. Et je vais faire un zoom sur cette belle photo. Attendez un petit peu ici que je clique. Et avec les outils de sélection de Affinity Photo, qui sont différents de Photoshop, qui sont différents de Pixelmator Pro par exemple, mais peu importe le logiciel que vous utilisez, prenez votre outil de sélection de pixels, que ce soit le lasso magnétique. Moi, j'ai la chance d'utiliser un pinceau avec Affinity Photo pour pouvoir faire une sélection de pixels de ma capture, de ma photographie. Et par la suite, je vais pouvoir, en sélectionnant le tout, créer un nouveau calque dans ma composition pour pouvoir, par la suite, comment je pourrais vous dire, utiliser ces calques-là à des dimensions différentes dans l'espace au niveau de l'axe DZ dans l'application Apple Motion. Ça va venir un petit peu plus tard. Donc ici, vous voyez ma sélection. Je vais au niveau du menu sélectionner pour pouvoir étendre ou réduire ma sélection. Ici, je vais augmenter le diamètre de 30 pixels. Par la suite, à l'intérieur de mon outil de sélection, je peux raffiner, ajuster les contours progressifs. Je vais me rendre tout près de 30 pixels, comme mon extension que je viens d'appliquer, pour avoir un dégradé, un fondu vers les bords plus intéressant. Donc ici, je vais faire commande J sur Mac et CTRL J sur PC pour doubler ma sélection. Je vais changer le nom. Et je vais vous avouer, moi, la rosette, je la vois de moins en moins depuis plusieurs années. Je vois surtout un crâne. Et c'est mon avatar sur les réseaux sociaux. L'arrière-plan, je vais changer son nom. Je vais l'appeler un clean plate. Tout comme dans le cinéma, Superman, Spider-Man et compagnie ne volent vraiment pas dans l'espace. Il y a une grue immense sur le set et il y a des câbles en acier pour supporter l'acteur. Mais auparavant, les caméramans et le réalisateur ont pris des prises de vue sans obstruction aucune, donc ils ont créé un clean plate. Et c'est ce que nous allons faire dans notre composition. Je vais désactiver la visibilité de mon calque menton. Je vais retourner au niveau de ma sélection pour cette fois-ci réduire de 30 pixels, revenir à la surface de base que nous avions au tout début. Et avec la commande CTRL ou commande X, je vais supprimer de l'arrière-plan du clean plate les pixels que j'ai doublés sur un nouveau calque. Par la suite, je vais prendre un pinceau pour pouvoir créer de nouveaux pixels, une nouvelle surface avec un pinceau qui tient en compte l'environnement. Donc, on fait un Content Aware Fill en anglais dans Photoshop pour pouvoir remplir le trou que nous avons créé. Ce qui va nous faire notre clean plate. Autrement dit, je remplace la grue mécanique d'une scène quelconque de Marvel. Je répète le procédé comme ça pour chacun des objets que je voudrais définir dans ma composition. Mais au lieu de vous faire attendre et me faire regarder travailler, de faire exactement le même concept à plusieurs reprises, j'ai déjà un montage de tout fait. Ici, je vais ramener à 0. Je vais éliminer la visibilité de chacun de mes objets. Donc, on peut voir le clean plate qui va être utilisé lors du montage vidéo. Ici, l'œil gauche, c'est la zone, le nuage qui est
tout à fait dans le coin à gauche ici. J'ai le toupet, une espèce de nuage qui est au-dessus du crâne ici. J'ai un filament clair dans le centre de notre composition. J'ai un filament sombre à la droite. Et j'ai finalement le menton. Chacune des couches que nous voyons ici vont être utilisées dans Apple Motion. Donc, je sauvegarde ce document. Avec Affinity Photo, j'ai la possibilité de sauvegarder le fichier dans un format Photoshop qui va être compatible avec le logiciel de production vidéo de Final Cut Pro. Je vais exporter ce fichier sur le bureau pour pouvoir l'utiliser à bon escient dans Apple Motion. Donc, je quitte Affinity Photo. Et voilà. Maintenant, je vais partir l'application Apple Motion. À travers cette application, on va pouvoir jouer dans l'espace, autant dans l'axe des X, des Y et de Z, dans la profondeur. Je vais avoir une vidéo en diffusion HD. Je vais utiliser 30 images secondes et je vais avoir une vidéo de 10 secondes. Donc, j'ouvre ce nouveau projet. Par la suite, j'importe mon fichier sur le bureau NGC 2238 PSD Photoshop. Motion me demande si je veux avoir des couches, des calques fusionnés, et non, je veux avoir tous les calques que j'ai créés à travers mon application d'édition photo. Je prends chacun des calques, je prends même tous les calques pour les déplacer dans le groupe supérieur ici, pour éliminer celui qui a été créé par Photoshop. Ça va nous éviter certains problèmes au niveau de l'application. Et automatiquement, ici, vous voyez que Motion a agrandi mon image pour combler les dimensions de ma résolution HD, qui est un rapport 16:9, qui est carrément différent d'un rapport, le ratio d'échelle de nos capteurs de caméra. Ici, c'est un 3:2. Donc, il va falloir faire quelques petites modifications pour éliminer les bannières noires de chaque côté de notre environnement. Donc, ici, je vais aller voir au niveau de l'inspecteur et des propriétés. Je vais extensionner la position pour voir l'axe des Y et des Z, et on peut voir que mon échelle concernant le clean plate est à 25,92%. L'œil gauche, que j'ai appelé le petit nuage qui est à la gauche, ils sont tous à 25,92% pour avoir une perspective identique. Vous voyez ici, à chaque sélection de couches, de calque, on peut voir le centre de chacune des captures, qui est normal. C'est l'identification par défaut de tous les logiciels de photographie, et c'est notre point d'ancrage en même temps. Mais concernant une application avec une caméra, on doit modifier le point d'ancrage de notre calque et de tous les calques. Dans ce cas-là, ici, je vais afficher les règles pour pouvoir me créer des guides de référence de part et d'autre en X et en Y. Ici, je vais m'assurer d'avoir une référence qui est vraiment parfaite sur 0,0, autant dans X et Y. Vous pouvez voir une flèche verte pour l'axe vertical, une flèche rouge pour l'axe horizontal, et un petit point bleu, c'est la flèche qui pointe vers nous en Z. Donc, si je viens voir ici l'œil gauche, vous pouvez voir que mon point d'ancrage n'est carrément pas au centre de ma composition. Donc, si je viens chercher le cercle blanc, ça me permet de déplacer mon point d'ancrage dans les deux directions pour pouvoir finaliser ma position sur le point central de ma composition. Lorsque je vais ajouter la caméra, c'est ce point central-là qui va être utilisé pour garder la perspective de tous nos objets de notre composition. Je fais le tour de chacun des calques pour pouvoir les positionner au bon endroit. Et voilà, je vais revenir à une vision globale. Je n'ai plus besoin d'avoir
d'afficher les règles, d'afficher les guides. Je clique à la droite sur mon interface pour retourner dans le module de transformation et je vais ajouter une caméra. Automatiquement, on va basculer dans un environnement 3D. Ici, ma palette, mon Heads-Up Display, me donne d'autres options de manipulation, autant pour chacun des calques que pour ma caméra. Et pour vous démontrer qu'on est vraiment dans un environnement 3D, ici, à travers mon interface, je peux changer la perspective de visionnement. Et on voit notre plancher, on voit qu'on est dans un environnement 3D et qu'on peut manipuler nos objets, nos calques. Ici, ce que je vais faire au niveau de la caméra, je vais augmenter l'échelle pour pouvoir couvrir notre écran HD, notre ratio 16:9, pour éliminer les bannières, tout simplement. Si je viens sélectionner mon calque, mon background, mon clean plate, je peux effectivement le déplacer en Z. Et vous voyez ici que j'éloigne le tout. Je vais aller chercher l'inspecteur pour vous le démontrer au niveau des propriétés. Vous voyez ici que j'ai reculé mon arrière-plan de 160 pixels. En faisant ça, on change la vision, la visibilité. Notre cadre rétrécit. Évidemment, il s'éloigne de la caméra. Et en preuve, si je change ma vision pour aller voir dans l'espace, on peut très bien voir que mon arrière-plan est maintenant plus loin que les autres plans. Mais on ne veut pas avoir un changement de rapport. On veut garder quand même la même perspective. Ici, j'ai fait des CTRL Z pour rétablir le tout. Si j'appuie sur la touche commande et que là, je déplace dans Z mon arrière-plan, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 5 zones. Je vais descendre mon arrière-plan à 1000 pixels en arrière. Et vous voyez ici, à la gauche, au niveau des Z, je suis rendu à 500. Je vais m'arrêter tout près de 1000 pixels pour établir mon arrière-plan. Et du coup, le fait que j'ai appuyé sur la couche commande, j'ai augmenté l'échelle pour avoir la même perspective de mon environnement total. Si je viens voir si je fais afficher une vision d'en haut, on peut voir à travers l'interface notre caméra. Et ici, si on projette les tangentes de notre angle de vision, on retrouve exactement le même cadrage qu'au tout début. Par contre, mon arrière-plan est plus éloigné par rapport aux autres éléments. Et c'est ce qu'on veut garder. C'est ce qu'on va avoir comme impact. Donc, l'œil gauche qui est ici, qui est vraiment l'objet qui sera encore le plus éloigné. Autrement dit, plus que je monte dans mes calques, plus que je vais être près de la caméra. Donc, je vais appuyer sur la touche commande et reculer en Z jusqu'à 800 pixels dans ce cas ici. J'ai une prémisse de 200 pixels pour chacun des calques. Par la suite, je fais des ajustements selon le mouvement de caméra que je veux bien réaliser dans mon environnement vidéo. Ici, on est rendu à 600 pixels. 400 pixels. On va se rendre à 250 pixels pour ici. Le menton, on va le mettre à 175 pixels. Et voilà. Si je tourne mon environnement, on se rend compte que nous avons des objets à différents endroits en Z, en profondeur. C'est très bien, c'est excellent. Maintenant, concernant ma caméra, et si je veux me rendre dans ma ligne de temps à 9 secondes et 15 cadres, pour faire 9 secondes et demie, et je vais appliquer un comportement à ma caméra. Je vais avoir un travelling, et voilà. Et ici, les paramètres qu'on change, c'est pour le temps sur notre ligne de temps, donc à 9 secondes et demie. Je veux que ma caméra, voyons, avance dans le temps, et je vais me rendre jusqu'à 1200 pixels environ. Et voilà. Donc,
Ma ligne de tête à 9 secondes et demie, j'appuie sur la touche O pour arrêter mon comportement de traveling à cet instant très précis. Donc, je peux faire jouer la scène. On voit très bien ma caméra qui avance de 0 pixels à 1200 pixels. Ça nous donne déjà une impression 3D selon l'emplacement de chacun des objets que nous avons établis. On n'a pas besoin d'avoir l'usage d'appliquer des images clés dans le temps. On a un comportement qui fait très bien le travail pour nous, qui calcule tous ces éléments-là. Je pourrais ici changer ma constante pour avoir une atténuation en entrée et en sortie. Donc vers la fin, la caméra va ralentir et au début, le départ va se faire d'une façon plus douce pour avoir une accélération dans le centre un peu plus prononcée. Je vais retourner encore à 9 secondes et 15 cadres pour ajouter un autre comportement. Je suis toujours au niveau de ma caméra qui est sélectionnée ici. Je retourne dans mes comportements pour avoir un balayage. Et automatiquement, ça me donne 30 degrés qui est énorme, qui est vraiment trop prononcé. Je vais changer pour tomber à moins 3, moins 4, moins 5 degrés. Moins 5 degrés, c'est intéressant. J'appuie sur la touche O également pour terminer ce deuxième comportement. Et je joue ma scène en appuyant sur la touche Espace. Et on a, vous voyez, un travelling et une rotation de caméra dans notre environnement. Ça donne un effet assez persuasif, très intéressant. Je vais également changer la vitesse pour avoir une atténuation en entrée et en sortie. Et je pourrais déplacer en Z les éléments selon mon bon vouloir, selon ma vision artistique, pour donner un impact encore un peu plus réaliste. Et voilà, ça va très bien. Donc, je suis vraiment satisfait du rendement. Dernière chose à faire, au niveau du rendu, on doit choisir l'option optimale pour avoir une meilleure qualité. Et au tout début, j'avais beaucoup de problèmes avant que je découvre mon trouble, je vais éliminer la fusion d'images. Ce que ça crée dans la vidéo, c'est que mes étoiles scintillent avec une fusion d'images, alors que je vais avoir des étoiles qui sont très brillantes, mais très fixes, que la caméra se déplace sans avoir de flicker, qu'on appelle en anglais. Maintenant que mes options sont choisies, je vais au niveau du menu Fichier pour partager, envoyer mon document au logiciel de compression d'Apple, Compressor, ce qui me donne beaucoup plus de flexibilité concernant les rendus que je veux obtenir. Ici, je vais avoir plusieurs films de 10 secondes dans mon montage final, donc je ne veux aucune compression. Je vais utiliser le codec Apple ProRes 422 pour avoir un fichier volumineux sans compression. Et évidemment, je peux envoyer mon fichier dans le répertoire de mon choix. Je vais l'envoyer ici au niveau du bureau et je peux lancer le lot pour avoir mon fichier QuickTime de quelques secondes. Et voilà, ça a pris à peine 3 secondes, 4 secondes, on est en temps réel actuellement. Je vais quitter Compressor, je vais quitter Motion, évidemment je vais sauvegarder mon fichier sur le bureau pour, disons que je vais l'appeler Rosette, pour garder mon montage de ce logiciel que je trouve vraiment très intéressant. Et ici, on peut voir mon fichier sans titre, que je fais une présentation en boucle, et je le fais tourner pour voir le rendu qui sera importé dans Final Cut Pro. Les abonnés de Photoshop, vous pouvez faire exactement la même chose avec le logiciel After Effects, c'est à vous de voir. Moi, j'utilise les applications d'Apple qui me donnent un rendement vraiment très satisfaisant. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.